meilleur niveau tout de suite parce que sinon tu vas te faire rentrer dedans. D'accord. Au début, tu vas voir, personne va rire à tes vannes, mais t'inquiète pas. Et après, ça va aller mieux, d'accord. Voilà. Est-ce que, je peux poser une question, est-ce que vous pratiquez le bizutage? Si, bien sûr, il y a le bit. C'est Claude qui pratique le bit. Tu vas voir. Ah, Claude, c'est vous qui faites la bite au cirage, hein? Qu'est-ce que c'est que la bite au cirage? Non, t'aurais dû demander c'est quoi le cirage? C'est comme une bite, mais au cirage. On la passe au Mais cirage. c'est quoi la bite? Ce qui est bien finalement quand il y a un nouveau qui arrive, c'est qu'on rigole pendant 5 minutes au début. Après, on sait pas. Mais au début, ça nous fait toujours plaisir. Hein. Vous êtes d'accord, Isabelle? Bah oui, tout vous à fait. Vous connaissiez, vous, Commandeur? Oui, moi j'avais fait une émission avec Aussi, lui alors. à France Inter. Ah oui? Oui, je me souviens. Monsieur Commandeur, il n'y a que moi qui vous connaisse pas. Oui, mais toi, t'es bisu ici. Ça ne veut pas dire que ce soit moi qui vous aime le moins. Surtout que moi, je vous croise de temps en temps. Vous êtes un octambule, non, Pierre? Moi? Oui. Ouais. Pas du tout. Alors là, vous tombez mal. Vous êtes une sorte de balance, vous? Ici, ça marche pas du tout. Ah non, pas du tout. Non. Ici, ça marche pas du tout. Moi, je vous ai des trucs sur vous, j'ai tout un dossier sur vous. Et si on commence à balancer, croyez-moi, vous allez la rincer, votre baignoire, mon petit gars. On va arrêter avec cette émission qui s'est arrêtée elle-même, d'ailleurs. Exactement. Tellement ça marchait pas. Tellement ça marche. Non, si, c'est vrai. Vous voyez comme ils sont gentils ici, Commandeur? Mais non, c'est une question normale. Mais non, mais moi je trouve en plus qu'elle a raison. On dit toujours j'ai arrêté, enfin ça s'est arrêté parce que ça devait s'arrêter. Non, ça s'est arrêté parce qu'effectivement ça faisait pas. Mais ça avait une très bonne image en revanche, cette émission. C'est très bien réalisé, très bien présenté, très bien animé. Ça avait une très bonne image, mais ça marchait pas. Mais ça arrive. Regardez Taratata de Nagui, c'est une excellente émission musicale qui fonctionne pas. Ça c'est fascinant parce que Reims ta baignoire, c'était une émission pour les jeunes qui était une des rares, très rares émissions, faut bien dire, intelligentes pour les jeunes. Et ça ne marche pas. Non. Les jeunes s'interrogent. Les téléspectateurs n'aimaient pas, mais c'était bien les seuls. Hein. On a une double page dans Télérama et ça. Ah, ça faut jamais. Une double page, c'est fini. Ça, une double page dans Télérama et un set d'or. Oh, c'est fini. malheureux. Là, c'est la tombe. Malheureux. Sur TF1, je crois qu'ils vont lancer Lave ton bidet, je sais pas ce que ça va donner. Non, mais c'était un peu une émission pour jeunes qui plaisait aux vieux, c'est-à-dire une émission. Les vieux s'imaginent que c'est ça que les jeunes aiment. Mais c'est peut-être pour ça. C'est pas faux ce que vous dites, peut-être. Il y a ce C'était un côté-là. peu cool, décontracté, le montage comme ça. C'était formidable, votre émission. Merci Pierre. On peut revenir à l'actualité plutôt que d'évoquer le passé. Et l'actualité, ce sont toujours, les inondations dans la Somme, avec des nouvelles averses qui, paraît-il, ont aggravé la situation et une pénurie de bottes et de pompes à eau. Pourquoi ça vous fait rire? C'est pas drôle du tout, Isabelle? Pénurie de bottes en caoutchouc, c'est idiot. Est-ce que les fabricants attendent pour aller tout de suite faire des marchés à la botte en caoutchouc sur là où il y a de l'eau? Mais toi qui es vraiment spécialiste de la botte en caoutchouc, explique-nous un petit peu comment on peut s'y rapidement. Elle m'a proposé la botte en caoutchouc l'autre jour. Mais j'ai refusé. Tu n'avais pas le caoutchouc? Alors, je reste dans la Somme, là, si vous voulez, un instant, pour cette folle rumeur, hein, depuis hier. On essaie de démentir ce que peuvent imaginer certains habitants d'Abbeville ou d'Amiens, c'est-à-dire que c'est nous, les Parisiens, je dis nous, alors qu'on n'est pas des vrais Parisiens tous ici, autant qu'on est, mais nous qui leur aurions reversé de l'eau de la Seine dans la Somme. Alors, mais ça, c'est quand même incroyable, cette rumeur, Miller. Comment la démentir? Mais on ne peut pas la démentir, c'est ça le propre des rumeurs, c'est que vous pouvez apporter toutes les preuves que vous voulez. Là, tout le monde dit que techniquement, évidemment que c'est impossible. Et plus on s'acharne à essayer de la démentir, plus on apporte de l'eau au moulin des arguments contre la thèse qu'on défend. Ouais. Et les gens disent, oh là là, mais si vous insistez à ce point, si vous voulez absolument nous convaincre du contraire, c'est que ça doit quand même être vrai. Parce qu'il y a quand même un canal qui relie, alors j'ai pas compris, mais il y a un canal qui relie la Somme à la Seine, c'est ça? Oui, mais je lis dans le journal que c'est le contraire qui se passe. C'est la Somme qui se déverse dans la Seine. Oh, les salauds! C'est ça, le par essaye de nous noyer et après ils nous accusent. Alors si on peut plus rouler sur les berges de la Seine, si on est emmerdé à Paris dans les embouteillages, c'est à cause de ces salauds d'Amiens et d'Abbeville. Oui. La Somme, elle est vachement plate, en fait. Il n'y a pas de pente. Donc, évidemment, ça se déverse où? Chez nous? La Somme est plate, toutes les rivières sont plates. Attends. Non, c'est pas vrai. La Somme, Somme, elle est rondelette, moi, je crois. Avec tout l'eau qu'on leur a mis dedans. Moi, mon beau-frère, il est patron du canal. C'est lui qui ouvre ou qui ferme. C'est de famille, donc vous êtes spécialiste des vannes ici. Elle a raison dans ce qu'elle dit. Oui, mais ça, c'est parce qu'il écluse beaucoup. D'accord. Il écope aussi pas mal. Ce que je veux dire, c'est que je me demande comment on fait, le voudrait-on, c'est une incise, ça s'appelle, le voudrait-on, pour faire grossir un fleuve par rapport à un autre. On prend un canal, mais il faudrait un canal énorme. Oui. Et justement, il est tout petit. Il est tout petit, c'est un canal Saint-Martin, c'est gros à côté, c'est un tout petit canal. Comment ils arrivent à faire ce truc-là?
Moi, je crois que c'est impossible, c'est une rumeur, et je ne me prononce pas encore, comme dirait Gérard Miller, sur le bien fondé de la rumeur, mais je crois que comme toutes les rumeurs, elles sont précisément invérifiables et inniables. Mais comme vous, il y a une rumeur qui dit que vous faites toutes les boîtes de nuit la nuit, on peut pas vérifier. Enfin, quand même, on peut pas reprocher à Jospin qu'il pleuve dans la Somme, c'est quand même pas sa faute. Non, c'est pas sa faute, mais quand même, c'est une coïncidence quand même qui est regrettable. Il est au gouvernement ou il y est pas? Faudrait savoir. Ouais. Par contre, pour Paris, effectivement, quand ça s'inonde, je crois que Delanoë envisage, enfin une mesure, de créer des couloirs pour pédalos. Et ça serait une bonne chose. Si c'est une allusion à sa vie privée, Derek. Pas du tout. Il l'a même pas fait exprès. Plutôt qu'un pédalo, je pense qu'en cas de véritable inondation, il a prévu l'arche de la Noé. Et moi, je suis désolée de dire que moi, j'ai trouvé depuis longtemps la solution aux inondations. J'habite au 6e étage. Je ne suis jamais emmerdée. Je suis désolée. Ils ont qu'à tous en faire autant. Un 6e étage, c'est facile. Qu'est-ce que vous mettez entre le 1er et le 5e étage? Mais ça, ils se débrouillent. Moi, je suis spécialiste du 6e étage. Les autres se débrouillent. Gérard, vous qui êtes devenu notre nouveau prêcheur, celui qui hier avait lancé une nouvelle rubrique dans cette émission, une rubrique que j'aimerais qu'on instaure. Je vais m'adresser Définitivement le jour du Seigneur, le jour de Gérard Miller. Est-ce que vous pouvez prêcher en faveur des auditeurs que nous avons peut-être fâchés, insultés, en plaisantant avec ces inondations qui sont graves? Je vais m'adresser à eux si on me donne mon bien sûr un peu d'écho. Allez-y, prêtre Gérard. Mes frères, mes sœurs, vous qui dans la Somme vous demandez pourquoi le Seigneur vous a envoyé autant d'eau et vous attristez. Je n'ai qu'une chose à vous dire, réjouissez-vous, car bande de ploucs, plus vous pleurez, plus vous mettez d'eau dans les inondations. Le Seigneur, lorsqu'il vous inonde ainsi, vous envoie un message. Il dit à chacun de vous, tu peux bien sûr à chaque élection faire ce que tu veux, tu es libre. Mais au fond de toi-même, dans ton cœur, chers frères et chères sœurs, demande-toi si en envoyant dans les mairies de province autant d'hommes et de femmes de droite, tu n'as pas mécontenté le Seigneur. Pose-toi simplement cette question et surtout arrête de pleurer. Alors on est tranquille jusqu'à 18h, il a fait son prêche. Honfleur, c'est fabuleux. Eh ben, il paraît que c'est complètement À Honfleur, inondé. dans la Somme, c'est formidable. Ah ouais, t'as raison, je me suis trompée, mais c'est inondé aussi. Et tu connais Montélimar aussi dans la Somme? Non. On va faire aller dans les régions chaudes. J'ai loué à Quimper, dans le Var. On va très bien. Là, au moins, on est peinard. On prend un petit cours de géographie et tout de suite au téléphone, puisqu'on parlait déprime et dépression, puisque c'est vrai que la météo a beaucoup d'influence sur notre morale, eh bien on aura un spécialiste dans un instant après la pub. François nous dit ce matin que la pluie persistante et le manque de lumière en cette saison fabriquent une déprime carabinée. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est que être SAD, mais le titre de cet article signé Armel Azoulay dans François, c'est Êtes-vous SAD, S-A-D. Alors SAD, c'est le Seasonal Affective Disorder, en gros la dépression saisonnière. J'ai au téléphone monsieur Éric Lenné, qui est psychiatre spécialiste des rythmes biologiques à l'hôpital Georges Pompidou et au centre de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Ouf. Monsieur Lenné, bonjour. Bonjour. Alors, ça existe vraiment, ce ou cette SAD? Bah écoutez, à l'époque où je faisais une partie de mes études à Montpellier, j'en doutais. Je voyais ça dans la littérature, mais j'avoue que j'en avais pas vraiment rencontré. Et puis après, pour avoir travaillé en Alsace et puis maintenant sur Paris, je me rends compte que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit et surtout de l'esprit de nos collègues nord-américains, mais ça existe réellement et on en rencontre tous les hivers. Assez fréquemment, oui. Vous dites quand il pleut et qu'il y a des nuages, il y a moins de lumière et cette variation influe sur le moral des individus. Avant que vous me répondiez, je vais vérifier autour de la table. Oui, Bénichou. Non, mais je voudrais poser une question. Vous vous êtes mis à combien de psychiatres éminents pour savoir qu'on est plus gai quand il fait beau, quand il fait mauvais? Je sais pas, parce que vous dites que je suis passé par Montpellier, j'y croyais pas. Maintenant que je vis à Paris et tout ça, je me dis que c'est vrai. Bénichou. Non mais sérieusement. C'est du mauvais esprit. Jusqu'à quand cette dictature des psychiatres? On avait fait un congrès et on avait eu la malheureuse idée de le faire dans le nord de l'Islande, voilà, et puis c'est en plein hiver, et donc on était vraiment tous très déprimés à ce moment-là. C'est pour ça. Mais est-ce que vous l'êtes, vous déprimé à cause de évidemment, du mauvais Claude, ouais. Évidemment, il suffit de se mettre à une terrasse de café pendant une demi-heure quand il fait beau, on est tout de suite beaucoup mieux. Mesdames et messieurs, je vous demande d'arrêter car les forces de l'ordre rentrent dans le studio.
Je sais pas si... Oh merde, ça y est, c'est l'armée. On a l'armée. Il y a l'armée qui envahit Europe. C'est le bataillon de la Somme. Monsieur Lagardère et toute sa famille. Alors, j'en veux un autour de la table, là. Alors là, excusez-nous, monsieur. Excusez-nous, docteur, il n'y a que des aviateurs ici. Non, mais c'est vrai que les C'est la aviateurs gendarmerie, sont très l'aviation et la sensibles marine à la lumière aussi. qui rentrent à Europe. Ah, bah, bienvenue, messieurs, en tout cas. Quelle différence qu'il y a entre les aviateurs en bleu puis les aviateurs en beige? Eh ben, les aviateurs en bleu, c'est quand il fait mauvais. Et les aviateurs en beige, c'est quand il fait bon. Et les aviateurs en beige me donnent bon moral. Les aviateurs en bleu, ils me donnent bon moral aussi parce que j'ai trop peur en avion pour dire du mal d'eux. Voilà. Miller. Loin de moi, docteur, l'idée de me moquer de la psychiatrie, mais dire que on va moins bien quand il fait pas beau. Ok. Mais par exemple, quand on se coince le doigt dans une porte, il y a aussi un effet sur le moral. Donc vous pourriez créer aussi un syndrome particulier pour les gens qui se coincent les doigts dans les portes. De même pour ceux, je ne sais pas, qui prennent une claque. Donc pourquoi spécifier à ce point la dépression alors que déjà le concept de dépression, comme vous le savez, c'est un concept très fourre-tout. Pourquoi en faire là une notion très particulière alors qu'on pourrait généraliser On laisse répondre le professeur, le docteur Lenné. Je voulais juste dire à Gérard que maintenant il casse du sucre sur le dos de la psychiatrie parce qu'il a trouvé une nouvelle vocation ecclésiastique et que c'est pas bien. Jérôme Commandeur, avant de laisser répondre. Moi aussi, je voudrais poser une question au docteur. Je voudrais savoir si Vous notez tout en même temps, vous faites votre liste. Je note. Quand on a par exemple, je sais pas moi, 1m50 d'eau au rez-de-chaussée chez soi, est-ce qu'on a une chance, docteur, ou un risque plutôt de tomber dans la déprime? Oui, pardon, docteur, je voudrais vous demander, c'est pas pour moi, mais j'ai une cousine, elle s'est tordue la cheville. Alors, on lui a dit qu'il fallait mettre un onguent, en quelque sorte, et ça lui brûle maintenant. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Non, mais c'est pas tout le temps qu'on a un docteur avec soi. Oui, moi aussi, alors, au lieu de dire des conneries sur le temps, donnez-nous des trucs pour les entorses. Et là, docteur, ça me fait mal quand j'appuie, là, c'est grave. Bon, alors maintenant, réponse en bloc à toutes ces questions et surtout aux attaques et à la diffamation que j'ai pu moi entendre autour de cette table vous concernant, monsieur Lenné. Oui, effectivement, là je pense qu'il y a une bonne dose d'explication à reprendre sur les effets de la lumière. Alors déjà, la lumière ne va pas avoir d'effet sur les entorses ou quand on se coince le doigt dans une porte. Mais dans le cadre des dépressions saisonnières, c'est vrai que finalement c'est l'accentuation de quelque chose que l'on ressent tous. On a tous pendant l'hiver cette tendance à avoir un peu moins d'énergie, à se sentir un peu fatigué. À dormir beaucoup. À dormir un peu plus. Pas beaucoup, pas forcément beaucoup, mais avoir besoin de dormir un peu plus. C'est une tendance à manger davantage, à grignoter, cette envie de sucre, cette boulimie pour le sucre. Le mauvais temps, ça fait grossir, quoi. Qui peut se traduire par des prises de poids qui peuvent être importantes. Non, mais visiblement, vous êtes un meilleur praticien que conférencier. Mais je voudrais savoir, pourquoi est-ce que vous fixez à 19% la proportion de la population qui souffre du blues de l'hiver et qui feel sad? I feel sad. Why only 19%? Je parle anglais couramment. Oui. Dites-moi, cher ami, pourquoi? On n'a pas de chiffre exact, en tout cas en France, on n'a pas de chiffre de fréquence des dépressions saisonnières. Les seuls chiffres qu'on ait, ce sont des chiffres qui sont issus d'études épidémiologiques aux États-Unis et au Canada. Et au-delà des chiffres, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un gradient, c'est-à-dire que plus on va du sud vers le nord, plus la fréquence de ces formes de dépression est importante. Vous parlez évidemment de l'hémisphère nord uniquement. Oui, parce que dans l'hémisphère sud, la population est beaucoup moins importante en quantité. Mais est-ce que vous croyez que l'eau ferrugineuse peut... Derek, à propos de lumière, moi il m'arrive un truc bizarre. Oui. Est-ce que c'est normal que moi j'y vois beaucoup moins bien quand il n'y a pas de lumière? C'est normal? Attention, parce que là nous nous moquons de ce que dit monsieur, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une thérapie liée du coup à la découverte. la luminothérapie, Gérard. Ou la photothérapie même. C'est-à-dire plusieurs séances où, j'imagine, on projette de la lumière sur le patient, c'est ça? Oui, c'est ça. 3 semaines à raison d'une séance de 30 minutes tous les jours. 3 semaines au moins, et ça peut nous guérir, nous redonner le moral. Hein, c'est ça? Oui, alors on utilise en fait certaines lampes. Hein. C'est pas des lampes. Pas n'importe quelle lampe, non. Celles qu'on a habituellement chez soi. Des Des lampes lampes qui sont particulières. Moi, à campagne, j'ai pris la lampe halogène. Ouais, ben ça, justement, moi, je l'ai conseillé. T'es content, le jeune? Non, mais attendez. J'ai pris la lampe halogène, puis le jeune, il m'a dit, tu me la rends tout de suite. Et ça t'a foutu le bourdon. Voilà. Mais c'est quand même insensé, les Américains, je veux pas. Mais ils font des statistiques à partir de n'importe quoi. Il y a qu'à voir tous les vieux, ils adorent aller dans le midi. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dans le midi? Ils vont s'asseoir au soleil sur les bancs. Oui. C'est évident que ça fait du bien, un peu de la lumière et le soleil. Vous enfoncez des portes ouvertes, là.
Oui. Au lieu c'est d'ouvrir les sûr. fenêtres. Mais ce qui est peut-être moins acquis, c'est qu'on peut, avec certaines lampes, remplacer arriver le à soleil. soigner ce type de Voilà, dépression. oui. Voilà. On peut se faire Et, bronzer plutôt aussi que avec de des prendre, lampes. Plutôt que de prendre des médicaments. Mais est-ce qu'en été, vous avez un débit plus gai ou c'est toujours comme ça? Ou c'est votre voix d'hiver? Il a- C'est ça, non, de se moquer. Ah, Il a bah, pas moi, si encore- on peut se moquer d'un psychiatre, alors de qui on peut se moquer? Il n'a pas encore mué. Je ne sais pas si vous connaissez aussi ce que les... Alors là, c'est pas les Américains qui l'ont trouvé, c'est les Français qui s'appellent le SMIG Affective Disorder. On s'est aperçu que lorsque les gens étaient payés au SMIG, c'est-à-dire une somme quand même relativement faible, ils étaient plutôt déprimés. Et il y a une thérapie qui s'appelle la fricothérapie. Dès qu'on leur donne un peu plus d'argent, on leur donne un peu plus d'argent et même parfois on les fait travailler un peu moins, au lieu de 39 heures, 35 heures, tout de suite ils sont plus contents. Et ça, c'est une thérapie qui suppose effectivement des thérapeutes adaptés. On ne va pas vous embêter plus longtemps, professeur. On peut vous appeler professeur? Non, je ne suis pas professeur. Docteur? Donc, je suis médecin, oui. On va vous remercier et surtout nous excuser. On vous a un peu taquiné, mais c'est vrai que ça nous paraissait un peu évident. Mais moi, j'y crois à cette histoire de lampe qui peut nous redonner le moral. Pourquoi pas, hein? Bah écoutez, vous êtes le bienvenu à l'hôpital Georges Pompidou. On vous montrera. On est légionnaires. Marqué, moi j'ai pas entendu Ça te ça. fait bronzer. Mais les mieux lampes que la lampe pour vous redonner le moral, monsieur. Des vacances aux Antilles. Oui, où on va se gêner tous les jours de 16h30 à 18h. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Claude Sarros, Isabelle Alonso, Jean-François Derek, Pierre Bénichou, Jérôme Commandeur et Gérard Miller. Alors, si vous ne croyez pas à la luminothérapie pour redonner le moral aux Français qui déprimeraient à cause de l'hiver qui se prolonge un peu trop en cette période de printemps, c'est le printemps, c'est vrai normalement. Et c'est vrai quand même que, franchement, c'est vrai que ça nous met le moral à zéro. Cette pluie persistante, tous les jours il pleut, tous les jours on est là. Oui et non. Comment ça, oui et non? Si vous êtes amoureuse ou amoureux, que vous passez vos journées à vous envoyer en l'air avec la personne dont vous êtes amoureuse et qui pleut dehors et que la fenêtre Et qui est a fermée été et que vous êtes gonflée, dans votre lit, ouais. ça va très très bien. Sauf que si on vient de Alors, vous larguer, si on vient de vous qui larguer, fait le même temps, croyez-moi. si on vient de vous larguer qui fait 40 degrés à l'ombre, que tout le monde a l'air content alors que vous allez mal, c'est pire que tout. C'est-à-dire que quand on est mal, autant que tout le monde aille mal, quoi. Oui, c'est vrai. Ah ben moi je vais dans des établissements spécialisés, Oui. on pratique la pipothérapie et ça marche très bien. Non, vraiment. La pipothérapie, ça marche, ça. On se met sous une langue. Voilà. Pendant 30 minutes. C'est ce que j'allais dire. C'est bon Et aussi après, pour les ça marche filles. moins Hein. bien, hein. La langothérapie. Ah oui, oui. Arrête de faire un oui. discours androcentrique. Regardez là, tout de suite, ramenez tout à elle. Oh là là. Non, non, pas à elle. Je moi, ramène à la totalité de la population au lieu de me limiter à la Elle, au moitié. pluriel. À elle au pluriel. ouais. Jérôme Commandeur, vous êtes déprimé en ce moment ou pas? Oh non, Ah moi, oui, ça va très bien, mais complètement, moi, je suis déçu, je pensais que c'était cochon. J'ai vu Êtes-vous sad, alors je me suis dit, tiens, un petit truc un peu SM. Oui, un oui, peu- j'ai non. pensé ça Ah, aussi. voilà. Non, Et puis pas non, en chez fait, nous, rien. monsieur. D'accord. Il y a d'autres émissions où c'est cochon, pas chez nous, monsieur. Hein chez nous, on parle de psychiatrie, de pipothérapie, de trucs comme ça. Uniquement de la Sérieux, médecine ouais. chez nous. Et vous la pratiquez, vous, la pipothérapie Mais Personnellement, oui. J'en bafouille, voilà. Alors, on pourrait passer à autre chose. Oui, d'accord. Oh. Ah, d'accord. Ouais. Dans Libération, il y a tout un papier assez intéressant sur le terme, le mot boycott. Moi, j'ignorais ça. Il est né en 1880, ce mot-là, boycott. Vous savez où? C'est pas un mec qui s'appelait Boycott? Exactement, en Irlande, ça s'est passé. Libé nous raconte que des métayers surexploités du comté d'Erne, en Irlande, firent des misères à leur intendant, le capitaine Charles Boycott, qui les exploitait beaucoup trop. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par mutiler son bétail. Ensuite, ils l'ont empêché de vendre ses animaux et ils criaient dans la rue: n'allez pas chez Boycott. C'est ainsi qu'est née cette expression, francisée par la suite en 1881, est devenue boycottage. Ça s'est étendu donc au blocus économique d'une entreprise, d'un pays, et puis l'abstention d'achat. C'est intéressant quand même, non? Oui, mais L'origine du mot boycott. Ah ouais, c'est un peu comme Lynch aussi. Lyncher quelqu'un, c'était un général Lynch. Ah oui? C'est vrai? comme ça. Non, tu nous dis des c'est vrai, Non, absolument. si, c'est vrai, je savais pas. Moi, je Ouais, dis souvent, ça porte souvent le nom d'un type, quoi. Le nom d'une Bénicher, personne. par exemple, quand par exemple moi je fais la fête le soir, je rentre très très tard, je me saoule, je traîne, je dis je béniche. Et parfois on me dit viens bénicher avec nous. Je dis non, peut-être pas ce soir, j'ai déjà béniché la veille. Ce soir, tu bénichou. Oui. Que le nom propre rentre dans la langue, c'est une des choses toujours Oui, les je plus suis fascinantes. assez heureux de cette notoriété. J'aurais préféré l'avoir pour certaines inventions que j'ai faites. J'ai quand même inventé la pénicilline.
Je reviens à mon boycottage, si vous voulez bien. On nous dit que ça n'a pas toujours été une arme de gauche, le boycott, puisque c'est vrai que c'est souvent dans les conflits sociaux et souvent le Parti communiste ou les syndicats qui appellent à un boycott ou les associations de consommateurs. Libé nous rappelle que les nazis eux-mêmes appelèrent, hélas, avec le succès que l'on sait, au boycottage des magasins juifs dans les années 30. Enfin non, je veux pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Chacun ses opinions. Je trouve qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Il y a eu aussi la lutte des Noirs de la ville de Montgomery en Alabama. On nous raconte qu'ils refusèrent dans les années 50 de monter à bord des autobus municipaux pour protester contre leur confinement obligatoire au fond de la cabine. Alors là, je comprends pas trop parce que finalement, ce boycottage-là, il devait rendre heureux ceux qui, de toute façon, voulaient pas des Noirs à bord des autobus, non ? Oui, mais ça faisait de l'argent à moins qui rentrait. Ouais, vu comme ça, Oui, puis d'accord. ça faisait des ordres, et puis ils chantaient des chansons. If you meet me at the back of the bus, you can find me nowhere. Whoa. C'est quoi cette chanson ? C'était les chansons que chantaient les Noirs américains qui boycottaient les bus. Ah oui ? Ils chantaient si tu me vois à l'arrière du bus, je serai plus ton copain. Enfin, tu vois. Et qui chantait ça ? Les gens qui étaient dans ce mouvement, les Noirs du mouvement civique américain. Vous faites la chanson ? If you meet me at the back of the bus, you can find me nowhere. Whoa. Et après, je me souviens plus. C'est formidable. Remarquable. Ah, on a, ouais. Et j'ai des- Il y a un boy. Moi, je dis, on prend pas n'importe quel con ici. Hein. Ce sont des pratiques qui existent encore d'ailleurs dans certains endroits en Israël où les femmes montent à l'arrière du bus et les hommes à l'avant. Ça, c'est pour les Dans juifs certains orthodoxes. quartiers, oui. Dans certains quartiers. Et donc, il y avait cette blague qui circulait et qui disait, bon, à partir de maintenant, il y aura plus de racisme dans les bus. Ah oui, tout le monde sera Il y aura bleu. plus de noirs, il y aura plus de blancs, tout Vous le monde êtes sera tous bleu. bleus. Allez. Les bleus marines derrière, les bleus clairs devant. Alors, vous savez pas, en Alabama, j'ai rencontré une fille, elle voulait, bon, elle me plaisait bien, et elle a pas voulu coucher avec moi. Oui. Bah, c'est vachement raciste, ça, non? Jérôme Commandeur. Non, je disais dans les gangbangs aussi, on met les noirs derrière, monsieur très bien. Très bien, tu viens de reculer de 3 cases dans la fiche d'avancement pour la 2e émission. Faut peut-être expliquer à Claude ce que c'est qu'un gangbang. Oh non, merci, ça va. Je sais pas. Ah voilà. C'est quoi? Un viol collectif. Ah non, Non. C'est quoi? c'est pas un viol collectif, un gangbang. Ah bon? Non. Alors c'est quoi? Les gens Renseignez-vous. sont consentants et en un seul mot. Je sais pas, moi je connais ni l'un ni l'autre. Ni c'est les quoi gangbangs, ni rien du tout. C'est quoi un gangbang? Jérôme Commandeur. Une femme avec plusieurs hommes, non? Expliquez, oui, voilà. Bah oui, une femme avec plusieurs hommes, Claude. Elle gangbang. Bang. Bang, Bang. avec un G. C'est Sheila qui chantait ça dans les années 60. Gangbang. Une femme avec plusieurs hommes en même temps. Oui, bah ça arrive souvent, non? Voilà. Mais c'est une personne qui conteste que ça Tous les arrive jours. Tous les jours. Tiens, je vais me gangbanger ce soir. Ah bon? Ah bah hier j'ai béniché, là ce soir je sarrote. La femme devant, les mecs derrière, tu vois. Je reviens à mon boycott, c'était quand même mon point de départ, Oui, hein, si Laurent. vous le voulez bien. Je termine l'article de Libé parce que on nous rappelle les différents boycotts qui ont plus ou moins marché en France. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas autant que les Américains, hein, le boycott chez nous. Et un de ceux qui a le mieux marché, on nous rappelle, c'est dans les années 60-70, le boycott des paniers d'oranges Outspan d'Afrique du Sud. Vous vous souvenez de ça? Ah vous oui, absolument. Ouais, Gérard? Non, moi, C'était non, quoi pas ça? bien. Ben, à l'époque où il y avait l'apartheid, on avait décidé en effet de boycotter des produits qui venaient d'Afrique du Sud, dont ceux-là. Derek? Mon père, il boycottait, il achetait que des oranges suédoises, que du riz danois. Comme ça, il était hyper politiquement correct. Non, Et mais tout moi, maigre. j'achetais aussi beaucoup de trucs dans les pays communistes, surtout le caviar. Parce que le caviar est bien meilleur à Moscou qu'à New York. Hein. Isabelle? On peut imaginer que en cette époque de marchandisation de tout, le boycott fasse partie de la loi du marché. C'est la réponse des Moi, je suis consommateurs d'accord. à un produit qui leur plaît pas. C'est tout bête, tout ça. Mais oui, bien sûr. Et c'est très très bon que les consommateurs, les citoyens se mêlent un petit peu de toutes ces lois économiques et politiques. Moi, je Très pense- bien. J'allais vous le dire, même Michel. Mais c'est vrai, le consommateur, il a son mot à dire, le consommateur, quand même. Oui. Le consommateur, il ne faut pas sans arrêt le bâillonner. Si le consommateur veut boycotter, il a le droit de le faire. Oui. Et puis c'est tout On ce que attend la j'ai à chute, dire. là. On attend la chute. On est dans une émission d'humour. Bon, Tu maintenant, vas avoir la tienne de chute, là, peut-être commencer à me parler comme ça. Moi, je voudrais lancer un boycott aussi. Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas nous aussi. Et il faut lancer un boycott. Je pense qu'il y a un produit. Écoutez, c'est facile à retenir. C'est en 3 lettres. Ça s'appelle RTL. je m'en doutais depuis le début. Et je pense qu'il faut lancer ce boycott. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Jérôme Commandeur, Jean-François Derek, Gérard Miller. J'ai oublié quelqu'un, peut-être Isabelle Alonso, je me souviens Pardon plus. Non, Pierre Bénichou, j'avais oublié. Ah ben voilà, j'en oublie toujours un sur le lot. Oui, c'est marrant, ça commence toujours comme ça, la disgrâce. Tiens, je t'avais oublié, mais on t'aime bien, puis après ça, Puis après, t'es plus sur les je photos. reviens quand bon, Francine, ne nous appelle pas, parce que le standard est encombré. Mais on Puis après, t'appellera. puis après, on t'efface sur les photos. Tu sais, comme-
Tiens, 2 siamoises ont été séparées de façon spectaculaire, nous dit-on dans La Croix, à Singapour. L'intervention chirurgicale a duré 90 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Elles étaient attachées par quoi? Par la tête. Voilà. Alors, une partie de leur cerveau était commune à leurs organismes. La reconnexion des vaisseaux sanguins a pris beaucoup plus de temps que prévu. Voilà pourquoi l'opération a duré 90 heures. Les chirurgiens ont utilisé des feuilles de polymère pour recouvrir le crâne des bébés et servir de base à la croissance de nouvelles cellules. Ces dernières devraient peu à peu se transformer à nouveau en os solides. L'opération devait durer seulement 36 heures et c'est presque 3 fois plus que ça a duré finalement. Voilà. 90 C'est une heures. opération Ouais, trop 4 difficile. jours. Moi, je la fais plus du tout. ça. Non. Non. Je fais des petites opérations, mais ça, je fais pas. 90 heures, tu te rends compte? Il y a un moment, tu les faisais avec ton beau-frère, non? Je les faisais avec mon beau-frère, oui. C'est ça. Et alors? C'est lui, moi, j'apportais les sandwichs, il apportait les bistrots, on faisait des trucs comme ça. Mais il faut que ce soit très propre. Hein. Ah oui. Parce qu'il faut pas que ça s'infecte ni rien. Hein. T'apportes une bonne bouteille d'eau de Cologne, du coton qui n'a pas servi. Et tu peux y aller, mais 90 heures, c'est beaucoup. Hein. Non, mais vous imaginez le cauchemar, vous êtes là déjà avec une opération, c'est toujours un peu angoissant, et vous voyez arriver Bénichou comme chirurgien. Il y a un côté cauchemardesque, enfin, Frankenstein à côté. Tout à l'heure, Pierre m'a demandé de l'appeler docteur tout à l'heure, mais c'est quoi votre spécialité La chirurgie. Ah, d'accord. Chirurgie des siamoises en général. D'accord. Gérard, vous avez eu des siamoises qui se sont allongées sur votre divan déjà? Jamais? Ni des siamoises, ni des ex-siamoises, mais j'en ai jamais vu de ma vie. Moi non plus. Je ne sais pas. J'en ai vu au cirque, mais c'était des fausses. C'est vrai? Que je sortais avec l'une d'elles. Donc, N'empêche, tu as raison, chez Barnum, il devait les scotcher et puis. Ah oui. Il y avait la femme 100 kilos, la femme obus, la femme canon et les siamoises. C'était les mêmes qui faisaient tout. Les femmes à barbe, tu te rappelles? Ah oui. La femme à barbe aussi, oui. Ça, c'est moi qui faisais. Parce que c'est plus facile pour un homme barbu de mettre une robe que pour une femme pousser la un moustache. de mettre une barbe. Bernard Tapie, évidemment, fait l'objet de nombreux dessins dans le Canard enchaîné sorti aujourd'hui. Et par exemple, je vous donne celui de Kiro qui nous montre Bernard Tapie se lançant à nouveau dans la politique pour le parti de la revanche. Hein, on peut imaginer que ce sera ça après le football. Et Tapie, devant la tribune de son parti de la revanche, dit eh ben voilà l'équipe idéale. Balkany aux finances, Roland Dumas à la justice, Attali aux affaires étrangères, Jean-Christophe Mitterrand à la défense, Mélic au transport, Strauss-Kahn à la vidéo et Chirac à la santé. Ah, c'est drôle. Surtout Strauss-Kahn à la vidéo. Tapie qui supprime aussi des emplois, nous rappelle Guy Barret à la une du Figaro, c'est vrai. Il a quand même annoncé d'ores et déjà qu'il ferait le championnat avec 20 joueurs, qu'il n'en avait pas besoin de 35, ça fait quand même donc 15 de licenciés, en plus de l'entraîneur Javier Clemente qui est retourné dans votre pays, Isabelle, hein, l'espagnol, puisque Tapie a dit je ne sais pas parler l'espagnol, je le garde pas. Hop. Quoi qu'il va falloir qu'il apprenne le yougoslave, parce que maintenant il a engagé Ivic, mais Ivic sait parler français depuis un petit moment. Pas très bien, mais il le parle. Hein, on l'a entendu à la radio, on l'a vu à la télé. Pas très bien. Bah, il a un gros accent. Oui. Mais de toute façon, il paraît que c'est pas vrai. Hein, il l'a pris pour 3 mois. Oui. Et que de toute façon, c'est son homme lige. Ivic fera exactement ce qu'il lui dira. Voilà. C'est rien, un gros accent. Moi, je l'opère demain. J'ai opéré des accents belges, j'ai opéré des trucs comme ça. Avec mon beau-frère, il est spécialiste. C'est lui qui a fait tout le protocole de chirurgie de l'accent. Il y a des trucs que je comprends pas dans ce que dit Tapie. D'abord, il fait remarquer, ce qui me semble une évidence, qu'ils ont un régime alimentaire délirant, qu'ils bouffent des pizzas, que donc il va changer le régime alimentaire. Est-ce que ça c'est vrai? Ouais. Ça me semble déjà une première chose. Ensuite, il dit, n'importe qui en France qui bosse 8 heures par jour, vous bossez qu'1 heure par jour. Moi, je connais pas de très près des footballeurs, mais j'en ai quand même rencontré. J'ai l'impression qu'ils bossent énormément en général. Ils ont tout le temps des matchs, ils ont tout le temps des entraînements. Donc à l'OM, c'est tous les jours en train de bouffer des yaourts, ça va être épuisant. Non mais donc à l'OM, effectivement, il ne travaillait qu'1 heure par jour. c'est n'importe Non, mais quoi. c'est évident que non, qu'il travaille plus que ça. Mais Tapie, son programme et sa tactique avec les joueurs, il dit ces types-là nous haïssent. Ils haïssent les entraîneurs, ils haïssent les patrons de club. La fausse fraternité sportive n'existe pas. Ce sont des bêtes de concours qui sont là, qui savent que ça dure 4-5 ans, qui savent que le jour où ils seront pas bons, on les foutra dehors. Donc, ils sont là dans l'attente et dans la haine. Et il faut que cette haine existe. Et c'est là qu'ils s'arrachent vraiment. Tout ce qu'il dit pour humilier les joueurs, c'est pour être haï. Parce qu'ils pensent qu'on ne gouverne bien que dans la haine. C'est le seul qui fasse ça. Jérôme Commandeur. Non, moi je suis pas spécialement pro Tapie, mais je trouve que il redonne un moral en fait extraordinaire quoi à Marseille. Ah, il y a la luminothérapie et la luminothérapie. Et la tapithérapie. Voilà, C'est le contraire de votre méthode, Ruquier, parce que vous nous bichonnez, vous nous invitez, vous faites des fêtes et Une tout. petite enveloppe par-ci, un petit cadeau par-là. C'est vrai. Un petit bisou par là. Petite pipe de temps en temps. Ah, c'est donc ça. C'est pour ça que Bouvard est pas resté. Mais c'est aussi pour ça qu'il est venu.
Vous vous rendez compte de ce que vous racontez, Bénichou? Non, c'est vous qui avez dit que vous faisiez une petite pub, c'est vous. J'ai jamais dit ça. C'est absolument. D'ailleurs, moi, Bouvard me l'avait dit. Il m'a dit j'ai l'impression d'aller au casse-pipe quand je vais chez lui. Allez, on change de sujet, si vous le voulez bien. J'aime bien celui-là. Gros con, va. Comme sujet. Non, tu vas reprendre tes paroles, le petit connard. Non, mais sérieusement, c'est pas parce que t'as un micro devant toi, je peux encore t'en mettre une. Mon Pierrot. Ben oui, tu ferais ça avec Bouvard qui est costaud, non? Allez, les Pokémon sont, il faut le dire... Ça m'intéresse pas, Là, je suis d'accord avec Pierre. Hein, mais j'aime mieux que t'appliques les Pokémon. T'as pas un autre sujet? Espèce de feignant, travaille 1 heure par jour, toi. Vous vous trompez parce que ce sujet est très intéressant, c'est la contrefaçon. Hier, il faut le savoir, les services de douane publiaient leur bilan annuel et ils nous ont donné les statistiques avec le ministère de l'économie et des finances concernant la contrefaçon et les objets, les secteurs de l'économie qui étaient le plus touchés. Alors évidemment, il y a toujours les cigarettes, il y a beaucoup de contrefaçon et beaucoup aux douanes de saisie de fausses cigarettes, les sacs à main, les paires de lunettes, les cosmétiques, les stylos, beaucoup de faux stylos aussi. Mais en tête de la contrefaçon depuis quelques mois, quoi? Eh bien, les Pokémon. Il y a des faux Pokémon. À Mulhouse, 1 169 732 Pokémon autocollants ont été saisis. Vous vous rendez compte de ça? Bah oui, je comprends déjà pas qu'on en fasse des vrais, mais alors des faux, un faux Pokémon. C'est quoi un vrai au juste? Comment vous reconnaîtriez un faux Pokémon d'un vrai, Pierre Bénichou? C'est facile. C'est qu'il y a qu'à le mettre dans un turboréacteur. C'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelque chose? On a vu à la télé des paquets de cigarettes qui passaient au rouleau compresseur. Et on nous a dit que ça se passait dans la cour de chez Fabius à Bercy. Oui, c'est d'ailleurs Florence Parly elle-même qui a annoncé ces chiffres, la secrétaire d'État adjointe à monsieur Fabius. Bien sûr. Ça veut dire quoi, Laurent? Ça veut dire qu'on a livré des camions entiers de fausses cigarettes et qu'on a déversé dans la cour du ministère. C'est invraisemblable. C'est des vraies cigarettes, hein, c'est la marque qui Ouais. C'était un faux rouleau compresseur. En mousse. En fait, ils se les ont gardés, ça fait C'est une aspirateur. opération d'image. Ils font ça avec des montres aussi, des Rolex. Ah oui? Ils écrasent les Rolex? Oui, les Rolex. À part une ou deux qui gardent, mais... J'imagine. Mais il est vrai que la contrefaçon coûte cher aux grandes marques, comme Cartier, comme Rolex, comme ça. Mais en même temps, ils ne peuvent pas évaluer la part de publicité non payée que ça leur fait. Parce que quand on dit on a écrasé 42 fausses Cartier, le mot Cartier revient. En d'habitude, on paye pour ça. Là, je viens de le dire 2 fois. C'est un truc qui rapporte autant de pognon que ça en coûte. Je demande si c'est pas un faux Bénichou qu'on a aujourd'hui. Réfléchissez sur ce sujet. Vous vouliez dire sur la contrefaçon, Jean-François Derek? Je voulais dire beaucoup de choses. Déjà. Non, mais il y en a partout. Oui. Et l'autre jour, je vais à Deauville. Putain, que des fausses blondes, dis donc. Je vois un mec, je dis mais t'as vu? Il me dit oui, mais je m'en suis aperçu trop tard, j'ai déjà signé. Alors il y en a partout. Après je vais au casino, que des faux jetons, une file. C'est dur, hein. Ah oui, j'ai un copain. Alors non, j'ai un copain. Non, c'est un mec que je connais. Il s'appelle Birnbaum. Comment? Birnbaum. Lui, c'est pas un faux juif, lui. Non, c'est un vrai. Tu vois. Et alors, lui, là, il a gagné du pognon. Il avait il y avait plein de Picasso chez lui. Puis je m'approche et au lieu de signer Picasso, c'était tout signé Birnbaum. Je lui dis mais pourquoi t'as fait ça? Il me dit c'est pour les impôts, j'ai tout mis au nom de ma femme. Ben voilà, c'est pas si mal. Rien d'autre sur la contrefaçon, Gérard Miller? Je suis sûr que vous n'êtes pas le dernier à avoir ramené de pays nord-africains des faux t-shirts Chanel, des faux... Jamais. Ah, pop. Mais jamais, mais je les trouve pas jolis s'il y avait des contrefaçons de Des choses faux que j'aime bien. Lacoste. Non, parce que tu vas pas me dire que les vrais t-shirts Chanel, tu les trouves jolis. Non, justement, c'est Ils pour ça sont que je vais pareils pas en que les prendre autres, des faux, parce que Moi, les vrais j'adore, ne je suis m'intéressent pas. fascinée par les vendeurs à la sauvette en Italie et à New York. À New York, les vendeurs à la sauvette, c'est merveilleux les sacs et les montres qu'ils vendent. C'est formidable. C'est que Il y a des montres absolument extraordinaires. C'est que des Sénégalais qui parlent Ils marchent français qui les très vendent à très New bien, York. tu veux dire. Écoutez, je pars pour New York, là. Vous voulez que je vous ramène quelque chose? Ouais. Ah ouais, une Alors montre. là, je vais te dire tout de suite. Qu'est-ce que je vous ramène? Tu me ramènes une fausse Rolex. Il y en a plein. Très bien. Et un vrai Solex, ça vous va pas? Derek? Pas toujours facile de distinguer un faux d'un vrai. Hein. Ah oui? Parce que l'autre jour, il y a un mec, je vais au commerçant, il me rend un billet Vous allez au commerçant, vous. Oui, je vais au commerçant et je vais chez le taureau. Et on vous a appris faux orthographe et la fausse grammaire? Et alors le mec, il me rend un billet de 75 francs. Bah, je lui dis, c'est un faux. Il me dit, vous en avez déjà vu des vrais? Je dis non, il me dit, comment vous pouvez savoir que c'est un faux? Bénichou Pierre. Non, mais c'est vrai que les fausses montres
marche très très bien, parce que avant, les montres, comme les grandes marques de montres, c'était des horlogers qui faisaient ça. C'est le mouvement qui est difficile à faire. Pour avoir un mouvement très bien fait, très, très calibré, il fallait vraiment des ouvriers formidables, des artisans. Tandis qu'aujourd'hui, il n'y a pas une montre, une Patek Philippe, qui marche aussi bien que la montre à quartz qui vaut 20 francs. Et la montre à quartz qui vaut 20 balles et a plus d'exactitude que la meilleure montre du monde qui est à remontoir. Oui. Est-ce que tu sais qu'une montre en panne est plus exacte qu'une montre qui aurait 1/10 de seconde de retard? Parce qu'une montre qui a 1/10 de seconde de retard donne l'heure exacte une fois tous les 3584 ans, alors qu'une montre en panne donne l'heure exacte 2 fois par jour. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Jérôme Commandeur. Mais non, mais tout d'un coup, j'avais un flash. Là, j'imaginais Gérard Miller en Chanel, en tailleur Chanel, prêcher contre les plans sociaux, contre les licenciements. Je le voyais en tailleur. L'abbé Chanel, en quelque sorte. L'abbé Chanel. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Isabelle Alonso, Jérôme Commandeur, Claude Sarraute et Jean-François Derek. Et au téléphone, exceptionnellement un mercredi, puisque vendredi nous ne serons pas là en direct comme d'habitude, nous enregistrons des best-of pendant la période pascale. Et oui, un petit peu de vacances pendant ce week-end de Pâques prolongé nous fera, j'imagine, le plus grand bien, et à vous aussi Monique. Mais quand même, il nous fallait votre avis sur les films qui sortent ce mercredi, donc 2 jours plus tôt que d'habitude. Dites-nous ce que vous avez pensé des films d'aujourd'hui. Monique Pantel, bonjour. Bonjour. Qui vous êtes maintenant? Pourquoi vous osez m'appeler? Elle a perdu la raison complètement. J'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Mais je suis au Moyen-Âge. Ah, les visiteurs. Voilà. C'est fin, ma chérie. Oh, voilà, je suis Maline. Hein. Ah oui. On savait déjà que vous étiez un peu moyenâgeuse. Oui. Moyenâgeuse, c'est gentil. Oui. Je suis grande âgeuse. C'est vrai. Oui. Alors, est-ce que c'est bien cette version américaine des visiteurs? Eh bien, figurez-vous que contrairement à mes petits collègues ou mes grands collègues, j'ai trouvé ça charmant. Ah oui? Ça m'a fait rire du début à la fin. C'est vrai? Mais oui. C'est beaucoup mieux que le second qui était raté. Évidemment, c'est le même principe que le premier, évidemment. Mais c'est amusant, c'est bien fait. Il s'est mis en Amérique au lieu d'être en France, comme vous l'avez compris. Il se retrouve par un artifice très subtil de scénario dans un musée de Chicago où on a reconstitué la salle où ils ont été ensorcelés. Et comme ça, ils vont se retrouver à Chicago aujourd'hui au lieu de se trouver en France au Moyen-Âge. Le Parisien, sous la plume de Grasset et de Levasseur, est plutôt d'accord avec vous et conseille le film. Et, non, il trouve que les changements de scénario sont plutôt bienvenus et que les caractères de Clavier et Jean Reno sont respectés. En revanche, il y a un papier dans François, signé Elisabeth Gousselan, qui dit que malgré les effets spéciaux ultra sophistiqués, cette comédie appartient à un genre rétro. On y rit beaucoup du Return of the Malade, le retour des timbrés, mais on y revoit sans malaise les gags éculés, très pipi caca, le P et l'euro y apparaissant comme l'alpha et l'oméga de la bidonnade, et aussi comme le trait d'union gastrique entre les cultures américaines et françaises. Je suis absolument pas d'accord avec cette personne. Oui. Et je le recommande et ça va marcher. C'est vrai. Attention, c'est pas le chef-d'œuvre de l'année, hein. Non. Il faut pas non plus déconner. Mais c'est le meilleur film de la semaine. Ça n'a pas marché aux États-Unis, en revanche. Oui, alors que c'était ça le but de l'opération. Oui. Ça n'a pas marché du tout, ça je suis pas au courant. Ah non, aux États-Unis. Pas du tout. Ils l'ont dans le cul. Ils l'ont dans le cul. Comment ils ça? l'auront pas en Est-ce France, que hein. c'était que fait pour ça? Comprenez. En France, ils vont l'avoir dans le je sais pas quoi, dans le tiroir de caisse. Ça va marcher très fort. C'est vrai? Oui. La presse américaine juge le film trop scatologique pour le recommander aux jeunes enfants, et un journal américain note même que le film est interdit aux moins de 13 ans parce qu'il contient de l'humour de WC, de la vulgarité modérée, et que les parents doivent en être avertis. Le film est interdit aux moins de 13 ans. J'adore les Américains. Tant qu'on assassine des centaines de gens en 30 secondes de film, c'est bon. Mais s'il y a un Chico Carrier dans un coin, c'est pas bon. Oui, parce qu'en plus, on a remis des belles dents à Jacouille la fripouille. Alors ça. Parce que l'hygiène dentaire est quelque chose de très important aux États-Unis, donc ils ne pouvaient pas avoir les dents carriées. C'est d'une bêtise. Quel faux cul, c'est des faux culs, ces Amerlocs. On en a marre de la suprématie des Américains. Ce qui tape sur le système aussi, dans Le Monde d'hier, il y avait un article très critique
sur le film, bon ça on peut l'admettre, mais il y avait aussi un côté très critique sur le fait que des Français veuillent diffuser un film aux États-Unis. On explique à quel point c'est insensé de vouloir renverser le courant. Et je trouve qu'il y a une capacité chez les critiques français à détester la capacité aussi qu'ont les Français à l'occasion d'être diffusés là-bas, qui est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu l'article. Non. Bravo, c'est bien de dire ça. C'est un peu votre Bernard Tapie à vous, Monique Pantel. Hein, Gérard? Exactement. On quitte Les Visiteurs en Amérique, que vous conseillez donc Monique Pantel, pour un public familial et jeune, pour un film avec Virginie Ledoyen et Jean-François Stévenin, Bruno Puzzulu. C'est un film qui s'appelle De l'amour, un film de Jean-François Richer. Vous allez donner votre avis, Jérôme Commandeur, après Monique d'abord. Eh ben moi j'ai pas vraiment aimé, je suis triste de le dire, parce que Virginie Ledoyen est très bien, ses petits copains Beurre sont très très bien, mais l'histoire est trop grosse. Elle vole un petit slip dans un grand magasin, comme moi je ferais ça chez Hinault. Ça, c'est pas grand chose, mais comme elle... Vous volez vos slips à Bernard Hinault? Chez Hinault, mon magasin. Elle porte les culottes du Tour de France, Monique. Et alors? Et donc, si je voulais un slip chez Hinault, il me gronderait, c'est ce qu'on lui fait, mais elle gueule tellement, elle se met tellement en colère que du coup, on l'amène au commissariat, et là, ça va se gâter, parce qu'elle tombe sur un flic ignoble, qui est formidablement bien joué par Jean-François Stévenin, qui est bien dans les crapules, et dans tout d'ailleurs. Et lui, contrairement, on lui dit de la laisser partir parce qu'elle a rien fait dans le fond, et lui il va la violer. Aïe. Alors je vous imagine. Voilà, alors ça se termine mal alors. Ça se termine très très mal. Ah non, bah, simplement elle nous dit ça. Moi, heureusement qu'il y a un bon flic. Hein. Déjà ça commence mal, je veux dire. Mais il y a un bon flic. Moi j'ai vu le film et j'ai beaucoup aimé Le Parrain. C'est n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé le viol. Alors c'est le réalisateur de Ma cité va craquer, c'est ça? Oui, c'est Jean-François Richer, oui. Voilà. Ah, moi j'ai très envie de voir ça. Vous le conseillez à moitié, hein, Monique? Oui, à moitié. Moi je pense que la semaine où sort le 63e épisode des Visiteurs, les gens devraient se ruer dans tous les autres cinémas. C'est le degré zéro de la merde. Quoi. Oh non, il y a un super gag. J'ai vu la bande-annonce. Parce que je déteste ça, j'ai le droit. Tu peux pas dire ça, Pierre, parce que moi j'ai vu la bande-annonce. Non, tu ne peux pas. Après ce que je vais dire, tu te rends compte que tu prends. Hein? Attends, il y a un gag à un moment, j'ai vu. Alors, il y a une fille, elle met des légumes, tu sais, dans un presse-légumes. Oui. Et alors, ça marche pas. Attends, tu vas rigoler, tu vas te marrer. Et à ce moment-là, il y a que la vieille passe, et sans faire gaffe, il appuie sur l'interrupteur. Et alors, la blonde, elle est pas mis le cache, elle se reçoit tout dans la gueule. Non, c'est marrant, c'est hyper drôle. Ah, ça c'est bien comme ça. Ils vont chercher ça, les mecs. Non, c'est bien. Allez, autre film. Alors là, moi qui m'intéresse, ce soir je vais aller au cinéma, j'hésite entre deux films en fait. J'hésite entre De l'amour avec Virginie Ledoyen et Ring, qui est un film japonais dont on nous dit le plus grand bien dans la presse. Ring, c'est un film de Hideo Nakata, c'est bien ça, Monique Pantel? Non, mais ça je peux pas vous en parler. Je dois avouer que celui-là je l'ai pas vu. Alors ça c'est pas bien. Alors ça c'est pas bien, Pantel. C'est pas de bol. Ah non, Pantel, vous êtes viré parce que vous n'êtes pas là pour travailler 1 heure par jour. Voilà. Ça vous prend 3 jours de voir un film. Franchement, déjà vous étiez à la limite d'âge. Hein. Vous étiez Jérôme Bellet m'a dit c'est la pré-retraite quand même là pour. Et puis il y a France Roche qui m'a fait des propositions. Alors là, Monique... Et moi je vais partir à RTL. C'est de votre âge, Monique. Monique, c'est pas gentil de précipiter une chaîne qui a des problèmes dans la ruine comme ça. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre, Monique Pantel? J'ai vu un film qu'on peut éviter tranquillement, c'est La légende de Bagger Vance, mise en scène par Robert Redford, qui sucre les fraises de plus en plus. La caméra bouge beaucoup. Alors, c'est une leçon de golf et de morale qui s'étire sur 2h07. Ah oui. Avec un petit connard jeune qui dit que des... souvent les jeunes sont cons. Hein. Moi je le dis tout le temps. Hein. Il est divin, Matt Damon. C'est Matt Damon. C'est pas Matt Damon que je dis qu'il est con. Ah bon? C'est un petit jeune qui fait la morale tout le temps. Un petit gamin de 12 ans. Enfin bref, c'est triste. Si vous aimez le golf, ça dure 2h07. Parfait. On peut le rater sans problème. Les critiques sont d'accord avec vous dans l'ensemble. Ils disent que le parcours effectivement est un peu ennuyeux. La légende de Bagger Vance pour peut-être illustrer le succès actuel de Tiger Woods finalement. Parce que c'est quand même rare un film sur le golf. Autre chose, Monique? Je vais recommander un petit film. Oui. Mali, le combat d'une vie. Oui. Un film sur une terroriste et c'est très très bien. C'est un petit film, c'est pas un grand film. Un film de Santosh Sivan que je connais pas, avec Ayesha Darkar que je connais pas non plus. Et qui est très bien la petite. Et Sonus Yuspal.
C'est à la fois affreux et poignant, c'est le destin d'une petite gamine qui est terroriste depuis toujours et qui est obligée, pour sauver son pays, croit-elle, d'aller tuer un bonhomme, c'est-à-dire une mission suicide. Elle est bien cette Pantel, parce que vous voyez, elle est capable de vous conseiller en même temps les visiteurs en Amérique et puis un petit film que on peut pas dire. Quelle nationalité? Quelle nationalité, Monique? Nationalité, bravo, je sais pas. Je suppose que c'est hindou. Il n'y a pas hindou, c'est une religion, c'est pas une nationalité. Indien. Enfin, c'est un bon film. Ouais, mais en tout cas, votre français, il est pas terrible. Hein. Est-ce que vous avez vu, en parlant de français, cette comédie française d'Éric Fourniol avec à l'affiche quand même Emmanuel Béard, Anémone et Dieudonné, Voyance et Manigance? Alors ça, c'est le nanar, il en faut un de la semaine. Ah. Je suis très triste parce qu'il y a mon amie Anémone, que vous connaissez. Qu'on aime bien. Et elle est bien toujours dans le film, mais le film est très, très mauvais. Libération dit, le film n'a qu'un intérêt, c'est d'y voir Emmanuel Béard. Oh, Emmanuel Béard qui a pris l'accent, je dois savoir pourquoi, parce que ça se passe dans le Midi, mais elle est la seule à avoir pris l'accent méridional. Aïe. Elle aurait dû prendre la fuite avant de tourner ce film. C'était très mauvais, très mauvais. Moi j'ai envie d'aller le voir celui-là. Ah oui? Bah ouais, Emmanuel Béard, Dieudonné et Anémone, franchement, c'est trois personnes que j'adore. Eh ben, moi aussi. Que je trouve pleines de talent, et même si je m'en fous que le film soit mauvais, j'ai envie de les voir Oui, eux. mais- Bon, bah allez-y, Oui, mais mais si- il vaudrait mieux les voir dans un bon film. S'il faut le voir que pour Emmanuel Béard, c'est pas évident parce qu'il faut que tu prennes un carton, que tu fasses des caches et tu regardes quel dans l'écran, tu n'écoutes pas les autres. Non, c'est Moi j'ai dommage essayé de que ce faire soit ça pas fait. pour un film, c'est L'homme qui rétrécit, bah, au bout d'un moment tu vois plus rien. Alors, ce qui est rigolo, paraît-il, dans le film, c'est qu'à un moment donné, Anémone se moque un peu des comédiennes ou des filles qui se font gonfler les lèvres. Ah bon? Et ça, juste face à Emmanuel Béard, qui a accepté, paraît-il, très facilement cette scène et ce dialogue, Oui. et qui s'en est même amusé. Elle était à rive droite, rive gauche hier, et Ardisson lui a posé la question, et elle dit qu'on lui a demandé avant le autorisation. montage si elle voyait un inconvénient à ce que ça y soit. Elle a dit ah non, surtout allez-y, tant mieux, tant mieux. Ça, c'est vraiment va. une belle preuve Bah oui, de c'est de la- humour et d'intelligence. Oui, c'est de la distance et de l'autodérision, c'est très bien. Elle est très bien, Emmanuel Béard, vraiment. Elle est très bien, oui. Elle a les lèvres un peu gonflées, mais elle est très bien. Et Anémone est très bien aussi. Oui, parfait. Alors, c'est fait, c'est dit, mais le film, vous ne le conseillez pas. Oh non, ça non. Un autre film dont vous n'avez pas parlé, qui s'appelle Ras-le-bol, c'est un film portugais. Non, Et non plus, mais qui m'énerve à me demander des films que j'ai pas vus. c'est pourtant votre job, Monique Pantel. Parce que là, tout à l'heure, c'était RTL, mais là, ça va finir RMC, cette affaire-là. Vous avez fini votre petit speech d'aujourd'hui, Monique Pantel? Oui, je vous souhaite des bonnes vacances et moi-même, à la fin de la semaine, je pars chez mon neveu dans une petite maison dans les bois. Non, Au pas café. possible. Votre neveu a une maison dans les bois? Oui, c'est mignon, hein. Ah là là. Une maison en bois, dans les bois. Si on pouvait lui piquer la boussole. Vous êtes toujours là, Monique? Allô, Monique Pantel? Je suis toujours là. On vous embrasse, Monique Pantel. Et passez des bonnes vacances, un bon Noël, hein. Il me semblait bien aussi. Un bon Noël, elle a dit, quel naufrage, hein, quel naufrage. Allez, on se retrouve après le journal de 17h30. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Claude Sarraute, Jérôme Commandeur, Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Gérard Miller et Jean-François Derek. Oh là là, Gérard, c'est pas beau ce que vous avez fait, Gérard. Non, franchement, c'est pas beau. Aïe, aïe, aïe. Non. C'est quoi? Je m'attendais à tout de votre part, sauf ça. C'est vrai. Voler la thèse d'Elisabeth Tessier. Qui porte plainte, nous dit-on, pour le vol du volume 1 de son ouvrage universitaire. C'est que Je c'est vous une blague. rappelle l'intitulé de sa thèse, la situation épistémologique de l'astrologie à travers l'ambivalence, fascination, rejet dans les sociétés postmodernes. Et je vous jure que c'est le titre. C'est vrai, j'ai pas compris la deuxième moitié. Alors, non, c'est Vous vrai. pouvez le redire? La thèse qu'elle a soutenue samedi dernier à la Sorbonne, devant un jury de 4 universitaires qui lui ont finalement donné. Bon, il paraît que c'est quasi obligatoire. Dès qu'on arrive à la soutenance Ah bah de bien sûr. thèse, Bah oui. ça j'ignorais moi. Si on vous donne l'autorisation de soutenir, il y a des chances qu'on vous accorde. La mention Et est-ce très qu'elle a eu une honorable. mention? Mention Parce que très ça, c'est honorable. Mention très honorable, mais il paraît que c'est C'est-à-dire pas une que- très non, bonne c'est mention. C'est très bon, très honorable. C'est vrai? Bien sûr. Non, c'est très il bon. paraît que c'est pas Bah, vraiment- C'est Magna ce qu'il y a cum de laude, mieux, ça, il y a au-dessus qu'avec les félicitations du jury. Ah bon. Très bonne. C'est un très bon truc. Oui, Mais il s'est trouvé un jury. Il s'est trouvé un sociologue assez connu Éminent. qui s'appelle Serge Moscovici, qui est le père de notre ministre des Affaires européennes, pour aller donner l'estampille universitaire à cette thèse-là. Mais pourquoi pas au rapport de Madame Tibéri aussi, non, je veux dire. Moi, je ne décolère pas. Et je vous redonne l'intitulé de la s'il vous thèse, plaît. parce que c'était quand même chouette. Ouais. La situation épistémologique de l'astrologie à travers l'ambivalence, fascination, rejet dans les sociétés postmodernes. Alors Qu'est-ce le qui a bien pu sous-titre, voler un le- truc en pareil clair, le sous-titre c'est
comment raconter n'importe quoi à des gens intelligents qui savent que c'est des conneries, mais pour qu'ils les achètent quand même. Non, mais elle a été rusée, c'est-à-dire que... Elle a été très rusée. Elle a fait une thèse de sociologie. Oui, donc effectivement, il y a, paraît-il, qu'une partie où elle défend de façon vigoureuse l'astrologie, mais elle fait une thèse sur l'astrologie, qui est une thèse tout à fait admissible à l'université. Ce qu'il faut savoir quand même quand on est professeur, parce que moi je soutiens à l'occasion, je fais partie du jury, c'est qu'on peut parfaitement refuser. On peut laisser tout le monde rentrer dans l'université, il manquerait plus que ça qu'on interdit. Mais ensuite, quand on vous demande, quand vous avez un étudiant qui vient vous voir, est-ce que vous voulez être mon directeur de recherche, vous pouvez parfaitement dire non, en disant non, j'estime, là, ils ont dit oui, pour des raisons personnelles que je ne veux pas ou parce que c'est pas mon sujet. De même, vous pouvez parfaitement refuser d'être dans un jury. Et c'est clair que eux ont dit oui. Le Canard enchaîné, titre Elisabeth Tessier, une diseuse de Sorbonne Aventure. Alors je ne comprends pas ce que ça veut dire qu'on ait volé le tome 1, parce que quand vous soutenez une thèse, vous faites évidemment un certain nombre de volumes qui sont renéotés ou photocopiés comme on fait aujourd'hui. Donc je comprends même pas ce que ça veut dire qu'on lui a volé le tome 1. Il n'y a aucun tome qui est le tome officiel. Je vous explique, c'est dans François ce matin. Le sociologue et directeur de thèse à l'université Paris 5, Michel Maffezoli, rit d'ailleurs de cette plainte d'Elisabeth Tessier. Il dit mais je comprends pas, ça fait des années que j'enseigne, je n'ai jamais entendu une chose pareille. Alors Elisabeth Tessier affirme s'être fait voler une partie de l'original de sa thèse samedi dernier, peu après sa soutenance. Voilà. Elle dit, là je cite Elisabeth Tessier, tout à ma joie, mes amis me sautaient au cou, m'embrassaient. Un petit bonhomme vient vers moi, me demande quand il sera possible de se procurer un exemplaire de ma thèse. Je lui réponds plus tard. Le temps de me retourner, le tome 1 avait disparu et c'est là que j'ai décidé d'aller au commissariat pour porter plainte. C'est folie complète. Bref, l'exemplaire d'Elisabeth Tessier n'étant pas manuscrit, il ne peut prétendre au statut d'original, dit-il. Non, c'est pas vrai, parce que elle a pas fait comme les autres. C'était un parchemin, un vrai parchemin, qu'elle a écrit elle-même avec une plume d'oie qu'elle avait arrachée du cul du noir, et elle n'écrivait que les soirs de pleine lune. Alors, et il y en avait qu'un exemplaire. Je vais vous dire ce qu'elle dit, je vais vous dire ce qu'elle raconte. Elle dit, c'était tout de même mon exemplaire à moi. Elle dit, sans valeur marchande, certes, mais affective. Je voulais le garder pour mes petits-enfants. Et là, elle dit, il en existe. Mais le problème, c'est que ça doit être un fan, entre guillemets, donc c'est elle qui parle. Il existe tellement de fétichistes de nos jours. C'est des relations publiques. C'est à ça qu'on condamne la mention très honorable, mais c'est vraiment des gogos, quoi, tous ces mecs de la Sorbonne. C'est la connerie, quoi. C'est des abrutis. En tout cas, voilà, Mme Tessier a réussi à faire parler d'elle encore avec cette superbe thèse. Rien que pour le titre, elle méritait quand même son titre de doctoresse sociologie, parce que la situation épistémologique de l'astrologie à travers l'ambivalence fascination Roger dans les sociétés postmodernes, fallait quand même le trouver. C'est peut-être son directeur de thèse qui lui a soufflé le titre aussi. Ah, vous croyez? Bah tiens. Non, peut-être. Non, mais ça fait du mal à qui? C'est du charlatanisme, c'est pas vrai, mais c'est pas très grave en même temps. On est dans les petites choses. Mais pour être docteur, il ne faut pas avoir une maîtrise déjà. C'est bien entendu. Elle a une maîtrise, elle a donc une maîtrise, et elle a ce qu'on appelle un DEA, qui est ce qu'on passe, le diplôme qu'on passe après la maîtrise. Et vous, Gérard, alors vous avez soutenu une thèse? Moi, j'ai soutenu 2 doctorats, mon petit. Oh, le titre. J'adore les titres. Je suis notamment docteur d'état de sciences politiques, avec une thèse qui s'appelle Contribution à l'analyse des discours politiques et au malaise dans la civilisation. Putain. Ouais, pas mal, c'est pas mieux. Et la deuxième? Et la deuxième, c'est la première fois que j'ai passé une thèse, c'était une sans doctorat. transition football. Non, c'était aussi une contribution, c'était cette fois un doctorat de philosophie, dont le rapporteur était Roland Barthes, excusez du peu à l'époque. Barthès? Oui, Barthès. J'ai fait de la qui était aussi une contribution à l'analyse des discours politiques, mais dans le cadre de mon travail sur le pétainisme à l'époque. Ouais. L'analyse du discours pétainiste. Il est intelligent quand même. Ah non, mais c'est dingue. Et puis on sent que c'est sérieux quand croyez-moi, il n'y a personne qui lui a volé cette thèse. Un petit mot musical, si vous le voulez. D'abord, signalons la disparition. Alors, c'est assez étonnant. On va pas rire de ça, mais c'est en même temps étonnant parce qu'il y a un des musiciens du célèbre groupe depuis quelques années. Ils sont devenus célèbres avec leur retour sur scène. Le groupe Buena Vista Social Club, tous ces musiciens cubains. Il y a un de leurs musiciens, le violoniste Pedro de Pestre, qui est décédé sur scène dimanche soir. Está muerto Pedro, no me digas. Non, c'est pas possible. Oui, il est décédé sur scène. Il devait être au violon, donc puisqu'il est violoniste, et il s'est effondré sur la scène du concert qu'il donnait à Bâle en Suisse après un solo. Et c'est le vieux monsieur qu'on voit souvent. Mais alors justement, c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils sont tous très vieux. Ils ont jusqu'à 70, 80 ballets. Et lui, il avait seulement 55 ans. C'est quand même dingue parce que c'est lui à 55 ans qui a une attaque sur scène en jouant du violon, alors que tous les autres papis continuent. C'est un groupe de vieux. Faut pas y aller quand on n'est pas encore tout à fait vieux. Ben voilà, ça doit être ça. On les a là en musique, le Buena Vista Social Club, pour leur rendre un petit hommage. Te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Alors la tournée du groupe à travers l'Europe, puisque c'était une tournée européenne, est incertaine évidemment suite au décès du violoniste Pedro de Pestre, à qui on rendait hommage à notre façon directement, mourir sur scène. Ah, ça c'est beau, ça, mourir en travaillant. D'ailleurs, moi j'ai un plombier, il est mort en faisant une soudure. C'est une belle mort aussi pour un plombier. Seulement le problème, c'est quand je suis rentré le soir, toute la salle de bain était inondée. Gérard, ça vous rappelle une belle chanson Voilà, on pourrait l'écouter, Mourir sur scène de Dalida, une de ses plus belles chansons. Je vous promets, on la sortira. Oui, franchement, pas Dalida. Et je vous remercie qu'on ait la possibilité chaque fois de rendre hommage à Dalida. T'as fait ton troisième doctorat, tu vas pas le faire sur Dalida? Non. Vous la connaissez peut-être par cœur, la chanson, non? Mourir sur scène. Non, on peut pas la trouver d'ici 18h pour faire plaisir à Gérard. Oui, on va la trouver, on vous la passera à la fin de l'émission. Parce qu'il faut pas non plus faire fuir tout le monde avant 18h. Mais en revanche, j'ai une nouveauté à vous proposer, un retour. Alors avant de passer le nouveau disque, je voudrais qu'on évoque leurs anciens succès. 30 ans de carrière, 100 millions d'albums vendus à travers le monde. Qui ça? Vous allez les reconnaître tout de suite avec ce premier standard que je vous propose. Écoutez plutôt. Les frères Gibb, on dit Gibb ou Gibb? Gibb, c'est bien ça, les frères Gibb, Barry, Morris et Robin. Parlons du nouvel album des Bee Gees qui s'appelle This Is Where I Come In. C'est chez Polydor, ça sort aujourd'hui. Excusez-moi Laurent, je comprends pas votre anglais. This is where I come in. Voilà, j'ai écouté, c'est moins aigu qu'avant. Ils ont peut-être perdu. Ils ont pris de la bouteille. Écoutons le nouvel album, extrait des Bee Gees. This is just where I came in. But I'll go anywhere. Yes, I'll go anywhere with you. Time has come. But I'll go anywhere. Yes, I'll go anywhere with you. This is the danger zone. This is where I came in. They don't know what they do. This is where I came in, c'est donc le premier extrait de l'album qui porte le même titre, nouvel album des Bee Gees, fait que c'est leur 32e album. Non. Ouais, 32 albums, Pierre. C'est dans les années 60. 30 ans de carrière. Alors, ça veut dire quoi, This is where I come in? C'est par là que je rentre? C'est là que je suis arrivée. C'est par là que je suis arrivée. C'est ce qu'on dit au cinéma. Donc le cinéma était vraiment permanent. Ouais. Les gens s'en allaient. This is where I came in. C'est là que je suis entrée. En fait, ça voulait dire. Alors on se moque d'eux, mais il paraît qu'ils ont inspiré des tas de gens, les Bee Gees. C'est ce que nous dit Laurent Méreux dans François. Il dit leur harmonie vocale, leur rhythm and blues soyeux ont servi de modèle aussi bien à George Michael, qui l'a dit, à Michael Jackson aussi, qui a souvent cité les Bee Gees en référence, et même Bono, le chanteur du groupe U2, qui n'hésite pas à déclarer: je suis Bee Gees à fond. Pour moi, il y a les Beatles, les Stones et les Bee Gees. Ouais, mais ça m'étonne pas. Et l'enfer aussi. Et eux-mêmes. Vous qui chantez, Jérôme Commandeur, vous n'avez pas encore donné le son de votre voix ici, et c'est bien dommage parce que Pierre Bénichou. Je ne chante plus si j'ai arrêté complètement. Pourquoi? Vous auriez pu nous faire un petit Bee Gees, mais peut-être vous pouvez réfléchir à ça, mais après la pub, d'accord? À tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Alonso, Claude Sarraute, Jean-François Lérec, Jérôme Commandeur, Gérard Miller et Pierre Bénichou. Non, tout à l'heure, avant la pub, là, je disais qu'un petit duo entre un jeune Jérôme Commandeur et un peu plus âgé Pierre Bénichou, ça aurait pu être. Votre spectacle, c'est où et quand, Jérôme Commandeur? On fait des festivals d'humour cet été, en juin, et on est à Avignon en juillet, et on prépare une salle. Ça veut dire que vous êtes plusieurs sur scène? Non, je dis on parce que c'est avec le metteur en scène, enfin c'est l'équipe, quoi. Voilà. D'accord. C'est un one-man show, quelque chose. Comment ça s'appelle? Exactement, ça s'appelle Tout le monde y va. Et vous pouvez nous écrire un peu, c'est quoi? C'est un spectacle? C'est une parodie de vernissage. En fait, il y a des célébrités, des anonymes qui viennent, et c'est un RP, comme on dit, un type qui s'occupe de relations publiques, voilà, et qui est un merdeux fini, et à qui on a donné ce vernissage en commande, et qui, et vous jouez tous les personnages. Voilà. Et tu peux nous faire 2-3 blagues, là, vite fait, là? Tu
monde y va à Avignon au festival cet été, donc. Exactement, au théâtre Le Forum. Au théâtre du Forum. Et vous chantez dans le spectacle ou pas? Oui. Quoi, par exemple? Voilà. Quoi, par A exemple? cappella. Tiens, à un moment, il y a Morane qui passe et je sais qu'elle a repris une chanson de Brel, puisqu'elle est belge elle-même, et ça fait comme ça fait bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient de cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes, etc. Bravo! Approchez-vous, là, Bénichou! Bénichou, va falloir assurer, là. Chers frères, chères sœurs. Si c'est pour inviter des vrais chanteurs, je rends mon tablier. Jérôme Commandeur, tu chantes merveilleusement bien. C'est gentil, Pierre. Non, je t'assure. Je voudrais. Oui, mais dès qu'on La vacherie arrive. Il y a quelque chose. Oui, je pense. Pas du tout. Tu chantes merveilleusement. Il y a un chanteur. Je suis heureux d'être ton ami à partir de maintenant. Il y a un chanteur ou une chanteuse plus âgée pour faire plaisir à... Pas du tout, c'est très bien comme ça, il n'y a pas de plus âgé. Non, je suis sûr que vous avez quelque chose de plus vieux quand même dans votre répertoire. Non. Si, il y a un classique qui est Iglesias. Iglesias, ça parfait. Tiens, mettez-moi un peu de réverb. Ouais, un peu de réverb pour Isabelle Alonso, Iglesias. Alors allons-y. Oui, c'est pour moi. Viens m'embrasser, je ne veux plus te voir, mais on n'est pas fâchés, etc. Ah oui, la Bénichou. Ah oui, Bénichou. Chante pour moi. On dit, non, je chante encore. Mais je chante encore, il n'y a que ça d'intéressant, je chante encore. Chante jusqu'à l'aube, zigane. Je savais que ça ferait plaisir à Pierre, ça, vous savez. J'adore comme il chante. Hein. Ah oui? Moi, s'il vient pas, je viens pas. Hein. Ben voilà, le spectacle s'appelle Tout le monde y va, voilà. Mais c'est court quand vous faites quelque chose, vous alors. Enfin, je veux dire. Oh, vraiment, alors là, si on rentre dans la vie privée et tout, c'est un peu déplacé quand même. Franchement, vous nous annoncez, je vais faire Rulio Ecclesias, et puis on a le droit à quoi? 2 bouts de chansons de. Et il nous fait roux. On est cons, nous, quoi, sérieusement. Fais Rulio Ecclesias tout de suite. D'ailleurs, je déteste les gens qui se font prier. Ça, c'est chiant, alors. Pierre, vous faites pas prier, vous. Moi, tiens, je vais vous interpréter. C'est vrai, toujours. C'est pénible, ça je vous le dis. Hein? Vous les femmes, vous le diable, vos sourires nous attirent et nous désarment, etc. Il n'y a pas etc. On chante ou on s'en va. Et dans 4 minutes, les infos. Gérard? Non, je voulais chanter avec la réverb, on peut chanter des tas de chansons. Gérard, je vous ai vu chanter au pied d'un réverb, mais pas avec de la réverb. Allez, voilà la réverb. Gérard était notre spécialiste des chansons de lutte qui font la gloire du mouvement ouvrier. Et depuis qu'il y a des petits jeunes qui viennent faire leur malin, on l'entend plus. Oui. Vas-y, Gérard, te laisse pas faire. Tu viens avec moi alors? Oh, évidemment. Oui, mais ça prend le dent, le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Ah oui. Quand tous les pauvres s'y mettront. Coluche aurait dû la chanter. Vous n'étiez pas en concert dans la Somme la semaine dernière? Claude, vous ne chantez jamais. 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 Je vous ai jamais. Ah non, pas question. C'est bien que tu chantes très bien en privé. Pas question. Allez, chante encore celle que tu me chantais. Tu peux te rouler sur la Mais table. non, celle que tu me chantes d'habitude. J'aime tes grands yeux, car ils ont une âme. Vous, en fait, vous n'aimez pas chanter, Jérôme Commandeur? Pourquoi? Ah si, j'adore ça. Moi, j'aurais bien fait un duo avec Gérard Miller sur Mourir sur scène. Alors allez-y, voir. Gérard. Mais je connais pas bien les paroles. Mais il va vous suivre, Gérard. C'est pas grave. Allez-y. Avec la réverb aussi, hein. C'est ce que t'aimes, c'est la réverb. En fait, chanter, il s'en fout, mais la réverb. Il aime tellement ça qu'à partir de la prochaine émission, il jouera dans l'équipe réserve. Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout. Bon, moi, je l'imite mieux que vous. Alors, je vais vous dire, moi, je la fais beaucoup mieux que vous. Vas-y.
chouette, Ah, Gérard. c'est Vous très avez beau. la larme à l'œil. Ah, non, moi j'aime beaucoup Dalida. Ah oui, je sais ça, je sais ça. Elle ne pouvait pas te voir, elle. Depuis, elle le voyait en double. Eh ben, moi, c'est la grande frustration de ma vie. Il n'y a pas qu'elle. Hein. Et je l'aimais énormément, mais j'osais absolument. Il n'est pas question que je l'écrive dans Le Monde. J'étais critique de variété, tellement elle était vomie par l'intelligentsia de l'époque. C'était incroyable. Et ça aurait été mal vu que tu parles de Dalida. Que je dise du bien de Dalida. Alors ils aiment quoi ces gens-là Ah, comme vous disiez du variété mal exprès? Non, j'en parlais Ils pas. aimaient Brassens, ils aimaient Brel certainement, Voilà, mais ils n'aimaient pas ça, la Dalida. variété, exactement. Béat. Mais même aujourd'hui, regardez, par exemple, j'ai pris une fois, je vous donne un exemple qui va évidemment vous faire sourire. J'ai pris une fois, grâce à vous, le dernier disque de Dave. Oui. Non. Je l'ai écouté, je le trouve formidable, le dernier non, disque de maintenant, Dave. il est Mais culte. non, il est absolument, les paroles sont intéressantes, drôles, amusantes, il chante vachement bien. Vous dites aujourd'hui j'aime Dave, tout le monde vous regarde avec des grands yeux, alors que c'est vraiment très très bien Dave. Ah non, il est hyper tendance Non. maintenant. Ah, c'est-à-dire que c'est vrai que si vous baladez dans la rue, Gérard, en criant j'aime Dave, c'est vrai que. Même si les choses ont beaucoup changé. Tu sais pourquoi tu becteras toujours, toi? Parce que t'es capable de tout. T'es pire qu'une bête dans le de rien, toi. J'aime Dave, j'adore Dalida, j'ai fait une thèse sur la sociologie du non-être. Et après tout ça, oui, je suis aussi psychanalyste. Je ne me prononce pas encore sur le yaourt Danone. Jusqu'où tu vas aller, mais mon pauvre ami? Mais tu te rends pas compte? Tu n'as qu'un corps, tu n'as qu'un cœur. Tu vas les épuiser. Eh oui. Pauvre Villers, là. Calme-toi Pierre, chante-nous quelque chose, c'est Non, je ne chante plus, c'est mon texte Allez. furieux. Je ne chanterai plus tant que ce type-là sera là. D'ailleurs, je suis sûr que c'est enregistré, on lui met de la réverb, on lui met des trucs. Est-ce qu'on m'a mis de la réverb à moi? Jamais. Jamais. Il arrive, il est nouveau, pof, la réverb. Facile, oui. Puis le disque, le machin, puis tout était préparé avec le patron. Hein. Pas du tout. Mais si, c'était préparé. Jérôme Commandeur est arrivé en disant je ne veux pas chanter aujourd'hui. Je dis bon, bah voilà, il ne veut pas se faire prier. Ah, on va pas non plus. Regarde-moi ça, comment ils se regardent tous les deux, tout ça. Non, mais ça va pas. Mais qu'est-ce que c'est que c'est pas une émission, c'est un claque ici. J'en ai marre. Moi, en tout cas, j'abandonne le musical. Moi, je dois dire que je suis allé en voiture avec Gérard Miller qui m'a foutu le disque de Dave dans dans l'autoradio. Ah bon, oui, ça? Et ça fait mal, ça fait très mal. Je l'avais fait absolument. Je l'écoutais en boucle. Et Gérard était excité comme une puce. Non, mais c'est J'ai vrai, quitté ouais. la voiture. Tellement Bien sûr, mais je vous dis, il a honte de rien, il a honte de rien. J'ai eu peur. Je me suis dit, il va me sauter dessus, Gérard. Alors, on se connaît depuis 6 ans. D'un seul coup, Dave le mettait dans un étage. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, les auditeurs et moi-même, que vous connaissiez depuis 6 ans, à vous mettre des disques de Dave et à sauter de la voiture en marche? Mais quelle vie passionnante! Mais quelle vie extraordinaire! Mais c'est fantastique! Ah non, mais je vous en prie, je vous en prie. Pierre, vous me faites rire, vous savez. Ah non, s'il n'était pas 6h moins 5, je partirais en claquant la porte. Hein. Ça tombe bien, il est même quoi, allez, 6h moins 2, 6h moins 1. Hop, hop, dans une poignée de secondes, comme dirait Michel Drucker, il va même être 18h, l'heure du journal, mon cher. Pierre Bénichou, est l'heure de l'apéritif pour vous. Oui. Enfin, un apéro. Ma main va cesser de trembler. Bonsoir les filles, à bientôt. À demain, 16h30, bye bye.